Alors, je m'appelle Madame Dillery. Mon nom de jeune fille était Gradstein, on dit en français. En anglais, on dit Gradstein. Et je suis née à Paris. Mes parents n'étaient pas français. Mes parents venaient de Pologne. Ma mère venait de Varsovie et mon père venait d'une autre ville en Pologne qui s'appelle Łódź. Ils se sont rencontrés à Paris et ils se sont mariés, puis je suis née. Et mes parents étaient, comme beaucoup de personnes qui émigraient à Paris ou en France, un peu comme les émigrés qui sont venus en Amérique, ils voulaient tout de suite être français, n'est-ce pas? Alors, nous ne pratiquions pas la religion juive, nous n'allions pas à la synagogue, à la maison, on parlait toujours français, sauf quand mes parents ne voulaient pas que je comprenne quelque chose, alors ils parlaient en yiddish. Mais moi, je comprenais ce qu'ils disaient, mais je faisais semblant de ne pas comprendre, parce que comme ça, je savais. Mais je ne voulais pas parler, et c'était très rare, c'était toujours le français, et mes parents voulaient absolument être français. Donc, il n'était pas question de pratiquer la religion. Et donc, nous étions bien heureux. C'était après la Première Guerre et mon père était serrurier de profession. C'est-à-dire, vous savez, quand vous fermez une porte à clé avec une clé pour la sécurité, n'est-ce pas? Vous avez une serrure et la clé entre dans la serrure et comme ça, votre maison est protégée, vous avez de la sécurité. Vous faites ça avec votre voiture aussi, n'est-ce pas? Donc, mon père était serrurier de son métier. Je réalise maintenant que c'est une profession très spéciale, n'est-ce pas? Hein, vous ne trouvez pas? C'est très précis. Il faut avoir un don, un talent pour faire les choses précises. Quand on fait on répare ou on fabrique une serrure, ou quand on installe une serrure, n'est-ce pas? Alors il avait sa propre petite entreprise, son petit business de serrurerie, et tout marchait très bien, une certaine prospérité. J'ai une photo de mes parents avec ma mère en manteau de fourrure et un joli chapeau, et mon père avec un chapeau melon. Vous savez, un chapeau melon, c'est un derby en anglais, et une canne. Et tout était très bien. Et puis, dans les années 30, comme en Amérique, il y a eu la Grande Dépression en Amérique. Il y a eu la Grande Dépression en France aussi. Alors, mon père a tout perdu. Et il a été obligé de trouver du travail, un autre travail. Et il a travaillé dans une fabrique, une usine, où il fabriquait des sommiers. Le sommier, c'est ce que vous avez sous le matelas. Dans votre lit, vous avez un matelas, n'est-ce pas? Et sous le matelas, il y a un sommier pour donner un bon support au matelas. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, levez la main, je vais essayer de... Je ne peux pas traduire en anglais. Alors, je ne peux pas traduire en anglais. Vous comprenez ce que c'est un sommier? Et c'était un travail très difficile et très... Vous savez, à cette époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de protection pour les travailleurs, il n'y avait pas de vacances payées. Si vous étiez malade et si vous restiez à la maison, vous n'étiez pas payé. Et si vous étiez absent trop longtemps ou plusieurs jours ou trop souvent, vous perdiez votre situation, vous perdiez votre travail. C'était une vie très dure, très très dure.
Et c'est à ce moment-là que le Front populaire a commencé. Et le Front populaire, c'est un mouvement de socialisme qui a beaucoup aidé les travailleurs. Comme ici en Amérique, il y a eu les syndicats qui ont commencé, n'est-ce pas? Les syndicats, c'est unions, pour les travailleurs. En France aussi, vous voyez. Alors, on a commencé à avoir des démonstrations, des manifestations dans les rues, et pour la première fois, une grève. Quand les travailleurs font la grève, ça veut dire qu'ils cessent de travailler. Et pour la première fois, mon père a fait la grève avec les autres travailleurs de l'usine, et c'était à l'usine, il n'est pas venu à la maison, il est resté à l'usine, à la fabrique, et assis par terre avec les autres hommes. Et ils ont cessé de travailler. C'était la première grève. C'était extraordinaire de faire la grève comme ça quand on était travailleurs. Et ma mère et moi, nous avons pris le métro et nous sommes allés le voir faisant la grève. Nous sommes allés lui apporter quelque chose à manger, évidemment. Il fallait manger. Et moi, j'étais toute contente, toute surexcitée. Ma pauvre mère, elle tremblait, elle avait peur. Oh, elle avait peur que la police vienne, qu'il y ait des arrestations. Alors ça, c'était une expérience extraordinaire. Et en même temps, nous avons commencé à entendre un nom qui est devenu le synonyme de la haine et de la terreur. Et le nom, c'est Hitler. Et tout le monde a pensé, oh, qu'est-ce que c'est? Mais la population juive était vraiment inquiète déjà, à cause de l'histoire du peuple juif, n'est-ce pas? Ça remonte à des siècles et des siècles de persécution. Donc, mais on a pensé, oh, la France, Hitler n'osera pas venir en France. Oh là là, non, 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 pas la France, nous sommes très supérieurs, n'est-ce pas? Et quand Hitler est entré en Autriche, et puis en Tchécoslovaquie, oh, ces pauvres Tchèques, ces pauvres Autrichiens. Ah, et puis après, il est entré en Pologne. Alors là, c'était en 1939, et la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre officiellement à Hitler. Vous comprenez? Tout le monde comprend vraiment? Vraiment, vraiment, vous comprenez bien? Oui? Bon, mais ma mère est morte en juin 1939 de la tuberculose. Vous comprenez, hein? Et la tuberculose, c'était la maladie mortelle, fatale. C'était très, très rare de revenir, de guérir de la tuberculose à cette époque, n'est-ce pas? Donc, ma mère, vous m'entendez? Oui, ça va? Bon. Et ma mère est morte le 15 juin 1939, et mon père et moi, nous nous sommes trouvés donc tout seuls. Et quand la guerre a été déclarée le 3 septembre 1939, tout le monde a eu très très peur. Mais pendant un an, il n'y avait rien. On a appelé ça en anglais the phony war et en français la drôle de guerre. Rien. Alors on a bon, on est tranquille, hein. Hitler, bon, c'est dommage, c'est triste, oh, ces pauvres Polonais, ces pauvres Tchèques, ces pauvres Autrichiens. Ouais. Mais en France, nous sommes bien. Et puis, un jour, on a entendu dire que les Allemands, les nazis, hein, étaient entrés en Belgique. Oh, alors là, attention, la Belgique, c'est la porte à côté, hein.
Alors là, les Français ont vraiment commencé à avoir peur, et surtout les Parisiens. Presque tous les Parisiens ont de la famille en province, à la campagne, n'est-ce pas, dans une ferme. Alors, les Parisiens sont partis en masse, et c'est ce qu'on appelait l'exode. Sur les routes, c'était terrible. Les Italiens, on dit que c'était les Italiens, ont tiré sur les gens qui étaient sur les routes. Et mon père et moi, nous ne connaissions personne à la campagne, alors nous sommes restés à Paris. Et Paris était devenue une ville morte, une ville vraiment déserte. Les boutiques étaient fermées, les magasins. Je ne sais pas comment nous avons vécu, comment nous avons mangé. Je ne me rappelle pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses que je ne me rappelle pas. Et donc, nous sommes restés à la maison. Et puis, un jour, les gens ont dit, nous n'avions pas de radio. Enfin, nous n'avions pas de radio. Pas de télé, évidemment. Mais les voisins, les gens dans la rue, tout le monde parlait. Et un jour, les voisins ont dit, ils sont là, ils sont là, ils sont arrivés. Ils, les Allemands. Hein. Alors, mon père et moi, nous sommes sortis, nous sommes allés dans la direction de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville à Paris, c'est le grand centre, n'est-ce pas, le City Hall. Et quand nous sommes arrivés au moment où il y avait des petits groupes ici et là, un groupe, quelques personnes ici, quelques personnes là, et tout le monde avait le nez en l'air, il regardait en l'air. Alors nous, mon père et moi, nous avons regardé aussi, et nous avons regardé juste au moment où le drapeau français, le beau drapeau bleu, blanc, rouge, descendait. Oh! Et puis, qu'est-ce que nous voyons? Le drapeau allemand avec la croix gammée. La croix gammée, hein, vous savez, le symbole des nazis, n'est-ce pas? Noir et rouge et blanc. Et ça montait en haut de l'hôtel de ville. Alors, maintenant, il faut que je me contrôle, hein, parce que quand je parle de ça, l'émotion me prend encore à la gorge. Et pourtant, j'ai parlé de ça très, très souvent, mais c'était tellement traumatique, n'est-ce pas, de voir ça. Parce que le drapeau, quelquefois, on se moque du drapeau, on dit « oh », mais c'est très symbolique, le drapeau, n'est-ce pas? Ça représente l'esprit d'un pays, d'un peuple. Et pour la première fois, c'était la deuxième fois que j'ai vu mon père pleurer. La première fois, c'était quand ma mère est morte. Mon père était très stoïque, très introverti. Il ne parlait pas beaucoup. Et j'ai regardé mon père, il me tenait la main très serrée, vous savez. Et j'ai regardé mon père, il avait de grandes larmes. Il faut que je me contrôle. Bon. Et j'ai regardé d'autres personnes, des hommes, des femmes, avec des larmes. Silence total, vous savez. C'était c'était surréel. Alors, après, on a décidé de sortir, de partir, de rentrer à la maison. Et quand nous sommes partis dans la direction pour rentrer chez nous, à la maison, oh, qu'est-ce que nous avons vu? Un soldat allemand, sur un genou, hein, avec une mitrailleuse ou une mitraillette, je ne sais pas. Mitraillette, c'est plus petit. Mitraillette, ça va être vous savez, hein? Mitrailleuse, je crois que c'est plus grand, je ne sais pas. Et alors là, c'était un grand coup dans l'estomac aussi, n'est-ce pas, de voir ça.
Et après, à l'autre coin de la place de l'hôtel de ville, il y avait un autre soldat allemand, comme ça, avec sur un genou, avec la mitraillette, prêt à tirer sur, comme si nous allions faire une révolte, quelques personnes comme ça. Et après, maintenant, j'ai un blocage de la mémoire, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que nous avons fait, comment nous avons mangé, comment... Enfin, petit à petit, les Parisiens sont revenus à Paris et la propagande a commencé à la radio et dans les posters sur les murs et les journaux. Tout était contrôlé, bien sûr. Et nous avons les Allemands, mais ils étaient très corrects. Le mot correct était sur toutes les bouches, correct. Oh, ils sont si corrects. Ce ne sont pas des brutes, ce ne sont pas des sauvages. Ils sont très corrects. Ok, correct, très bien. Bon, et petit à petit, la vie a recommencé, la vie normale a recommencé, et puis la propagande, et puis nous avons appris que le maréchal Pétain, c'était un grand héros de la Première Guerre, le héros de Verdun, qui était très respecté, un vieux monsieur, très honorable, très respecté, a fait un pacte avec Hitler. La France était divisée en deux. Au nord, la France était occupée et la deuxième partie était libre. Bon, alors c'était comme ça allait. Bon. Et puis, après quelques temps, après quelques mois, les pommes de terre ont disparu du marché, il n'y avait plus rien à manger. Au lieu de pommes de terre, vous savez, vous m'avez entendu dire, hein, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Des rutabagas. Vous aimez les rutabagas, vous? Si vous aimez les rutabagas, excusez-moi, je n'ai pas l'intention de vous insulter, mais pour nous, le rutabaga, c'était pour les animaux. Et les pommes de terre, c'est pas de pommes de terre. Enfin, et puis nous avons eu des tickets, des coupons pour la nourriture, n'est-ce pas? Pour la viande, très peu de viande, pour le pain. Le pain est devenu la belle baguette française, vous savez. Elle était grise, presque noire, et puis plus de cuir pour les chaussures. Enfin, c'était vrai. Mais la première indication que nous, les Juifs, nous étions en danger, c'est que nous avons eu l'ordre d'aller nous enregistrer à la mairie. La mairie, c'est de City Hall, n'est-ce pas, de chaque arrondissement. Il y a 20 arrondissements à Paris. Nous habitions dans le 4e arrondissement. Et nous avons une nouvelle carte d'identité. En France, chaque personne a une carte d'identité avec une photo, le nom, l'adresse, l'âge, la profession, etc. Tout. Et pour les Juifs, nous devions avoir de nouvelles photos faites en profil, n'est-ce pas? Parce que, bien sûr, tous les Juifs ont de grands nez, n'est-ce pas? Alors il fallait absolument que nous voyions nos grands nez sur la photo et tamponnés en rouge, Juifs. Alors là, j'ai commencé à avoir un mauvais sentiment vis-à-vis de mes parents. Je regrette, je suis très désolée de dire que j'avais honte. Je regardais mon père et puis je me disais, pourquoi est-ce que je suis née de parents juifs? Je ne veux pas être juive, je suis une petite Française, je suis une petite Parisienne. Et pendant longtemps, j'ai refusé, je ne voulais pas reconnaître, je ne voulais pas admettre que j'avais des origines juives. Pour moi, ça représentait le malheur, la terreur, la souffrance. Et mes enfants, quand je suis venue en Amérique et que je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et mes enfants ne savaient pas que j'étais juive,
Et ils l'ont appris parce que vous allez présenter, cette année, vous allez présenter Fiddler on the Roof, n'est-ce pas, ici? Et ça m'a rappelé un souvenir quand le Hit Fiddler on the Roof est sorti pour la première fois à Broadway. Après, il y avait un groupe d'acteurs, n'est-ce pas, qui ont fait une tournée dans plusieurs grandes villes américaines. Vous savez, c'est comme ça, hein? Quand une pièce marche très bien à Broadway, il y a une tournée et ils sont venus à Saint-Paul. Et j'ai emmené mes enfants voir la pièce. Et quand nous sommes sortis et nous sommes rentrés dans la voiture pour aller à la maison, j'ai commencé à pleurer. Je tenais le volant de la voiture, je ne pouvais pas commencer la voiture. J'ai commencé à pleurer, 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 et mes enfants ne savaient pas qu'est-ce qui se passe. Et j'ai vidé mon sac. Je leur ai raconté toute mon histoire. J'ai dit oui, c'est l'histoire, pas de mes grands-parents, parce que mes grands-parents habitaient dans des villes. Ils n'habitaient pas dans un petit village comme dans Fiddler on the Roof. Mais c'est l'histoire de la souffrance, la persécution qui a toujours affecté le peuple juif, n'est-ce pas? Vous comprenez? Vous comprenez? Et mes enfants étaient très, très surpris et très choqués. Ça a vraiment affecté mes enfants. J'espère que vous comprenez pourquoi je ne suis pas la seule personne. Il y a beaucoup de personnes comme moi qui sont allées, en anglais on dit in denial. Il n'y a pas de bonne traduction en français pour le mot denial. Après une période de terreur, de persécution, de grande souffrance, on veut ignorer, on veut dire non, non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Comprenez? On fait un blocage de la mémoire. Et maintenant, depuis quelques années, bien sûr, j'ai changé, je reconnais que c'était terrible de ma part d'avoir ces sentiments négatifs vis-à-vis de mes parents et surtout vis-à-vis de mon père. Et pourtant, j'adorais mon père. Enfin, donc les Allemands sont entrés, puis petit à petit, après l'étoile jaune, et nous ne pouvions pas aller dans les jardins publics, nous ne pouvions pas aller dans les musées, nous devions rester à la maison après 8h30 le soir, nous ne pouvions pas aller au théâtre, nous ne pouvions pas aller au cinéma, les magasins, nous pouvions seulement aller à partir de 3h ou 3h30 l'après-midi. Et puis un jour en classe, une camarade de classe, elle s'appelait Esther Zeps, elle était mignonne, mignonne, intelligente, mignonne, et tout le monde aimait. Nous étions un bon groupe de petites jeunes filles, où nous étions toutes très bonnes amies, vous savez. Il n'y avait pas de mesquinerie, il n'y avait pas de jalousie. Et Esther était vraiment la préférée de tout le monde. Et un jour, elle n'était pas en classe. Alors, nous avons appris, pas très longtemps après, qu'elle et sa famille, son père, sa mère et sa sœur, avaient payé un homme, on appelait un passeur, pour traverser la ligne entre la France libre et la France occupée et la France libre. Vous comprenez? Et le passeur a pris leur argent et à la frontière, à la limite, il les a donnés à la Gestapo. Il a reçu de l'argent de la Gestapo et de l'argent de la famille. Ils ont été déportés, ils ne sont jamais revenus. Ça, c'était le premier choc. Et après, la maman d'une autre fille de la classe a été arrêtée parce qu'elle était dans un magasin à un mauvais moment, et puis une autre, enfin. Et puis un jour, je vous ai dit, mon père était très, très stoïque, mais il avait des ulcères
à l'estomac. Il souffrait beaucoup de ses ulcères à l'estomac, mais il allait toujours travailler parce que c'était nécessaire. Et un jour, il était au lit. Je n'avais jamais vu mon père au lit, malade ou normal. Et j'étais très inquiète, très perturbée parce que j'avais peur, je pensais qu'il allait mourir. Je n'avais jamais vu mon père malade au lit comme ça. Et c'était le jour où c'était notre tour d'aller à la mairie pour prendre nos coupons pour la nourriture. Et il ne pouvait pas sortir du lit. Alors j'ai pris son carnet de coupons avec mon carnet à moi et je suis allée toute seule à la mairie et j'ai fait la queue, j'ai attendu mon tour et j'étais tellement inquiète et perturbée que je n'ai pas réalisé. Il y avait 2 hommes, 2 Français, qui ont vu que je tenais 2 carnets. Et ils m'ont suivi jusqu'à la maison, à l'appartement où nous habitions. Et quand j'ai réalisé que c'était trop tard, j'ai paniqué. Ils m'ont suivi, ils sont entrés directement derrière moi dans l'appartement et ils ont forcé mon père à sortir du lit, à s'habiller et ils l'ont emmené avec eux. Et moi, j'étais là et je suis devenue transparente, je suppose, parce qu'ils ne m'ont pas prise, ils m'ont laissée. Et je n'ai jamais revu mon père et je ne sais pas, après j'ai eu une période d'amnésie, j'ai oublié, je ne peux pas vous dire comment j'ai vécu, combien de jours, je ne suis plus allée au lycée. Et puis un jour, mon amie, une de mes amies de ma classe est venue me chercher, elle m'a ramenée au lycée et elle m'a fait entrer dans le bureau de Madame Maugendre, notre directrice. Et Madame Maugendre m'a dit, je vais vous donner une bourse. Avec cette bourse, vous pourrez acheter vos livres et vos cahiers, vos fournitures scolaires, et vous pourrez manger à midi au lycée. Et une autre personne m'a dit, allez voir le père Deveau. Bon, pendant longtemps, j'avais oublié son nom, mais il y a 2 ans, j'ai appris son nom. Ça, c'est une longue histoire, trop de détails. Alors, je suis allée voir ce père, un prêtre, n'est-ce pas, qui m'a donné de l'argent. Il m'a dit, revenez tous les, disons peut-être mardi, je ne sais pas, à la même heure, même jour du mois. Et j'ai fait ça, et chaque fois, il m'a donné de l'argent. Et avec cet argent, j'ai payé le loyer pour l'appartement. Et j'avais un petit peu qui restait pour acheter à manger. Mais mes amis se sont ralliés autour de moi tout de suite. Et j'étais toujours invitée chez une amie, chez une autre. Et surtout chez Ginette. Ginette et moi, nous sommes comme ça, comme 2 sœurs, et nous nous parlons tous les samedis ou même 2 fois par semaine. Nous nous parlons très souvent au téléphone. Et Madeleine, j'ai parlé à Madeleine ce matin avant de venir ici, nous sommes encore en contact et j'ai réussi à survivre comme ça. J'ai fini mes études, j'ai passé mon baccalauréat en 1944. Alors, à la fin de l'année, enfin au mois de juin, les gens ont dit « Oh, les Américains sont en Normandie, ils sont arrivés. Oh, alors nous allions être libérés. » Et puis, rien. Alors la Normandie, vous savez, c'est pas loin. En voiture, qu'est-ce que c'est? 2 heures, 3 heures, je sais pas. Rien. Alors nous avons pensé que c'était une fausse rumeur, un faux bruit. Et puis nous étions très occupés à préparer notre baccalauréat. Vous savez, c'est un examen difficile. Hein. Et puis, donc nous avons réussi au mois de juin 1944. Et puis un jour, j'allais souvent chez Ginette, très souvent, parce que là j'étais comme chez moi. Sa maman était très gentille avec moi. Et
je suis allée et je suis restée là pendant toute une semaine parce que c'était une semaine où la résistance, vous savez, les Français étaient dans la résistance pendant tout ce temps-là et ils ont commencé à sortir dans les rues, essayer d'attaquer les Allemands et c'était très dangereux, tout le monde restait à la maison. Et après, un jour, nous avons vu qu'il y avait des convois allemands qui partaient, c'était l'appartement de chez Ginette, c'était boulevard Voltaire, alors c'est est-ouest, ouest-est, est-ouest. Et nous avons eu des convois d'Allemands qui partaient très très vite vers l'est. Alors nous avons compris que c'était vrai, que les Américains étaient là. Alors nous sommes allés un jour, nous avons vu tout le monde courir dans la rue. Alors Ginette et moi, nous sommes sortis, nous sommes allés vers la République. La place de la République n'était pas loin. L'appartement était 13 boulevard Voltaire, alors la République était là. Et nous sommes arrivés juste au moment où, d'abord, c'était les Français, hein, les FFI, French Forces of the Interior, qui avaient été avec De Gaulle à Londres, en Angleterre. Et ils sont entrés pour libérer Paris. Et après, les Américains. Ah, alors je dis toujours, excusez-moi si je me répète, mais oh, ils étaient si beaux, oh, ils étaient beaux, 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 avec des grands sourires, des belles dents blanches. Ils étaient comme des stars de Hollywood pour nous. Alors nous étions tellement... Oh, je ne peux pas vous dire. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots en anglais, il n'y a pas de mots en français. C'était extraordinaire. C'était plus qu'extraordinaire. Et de les voir comme ça, nos chers Américains, oh. Mais tout d'un coup, il y avait encore quelques Allemands qui étaient restés en haut des bâtiments autour de la place de la République. Ils ont commencé à tirer sur nous. Alors nous nous sommes vite mises, parce que la République, c'est une statue, et à la base, il y a un lion. Et Ginette et moi, nous nous sommes assises devant les pattes du lion, et après un certain temps, tout était bien. J'ai appris plus tard qu'il y a eu des personnes qui sont mortes et des personnes qui ont été blessées. Quand les Allemands ont commencé à tirer, il y avait encore des... comme en anglais on dit diehards, hein, qui voulaient absolument avoir leur vengeance, leur revanche. Et après, le soir du 25 août, c'était le 25 août 1944, Ginette et moi, nous sommes retournés à la place de l'Hôtel de Ville, où j'avais vu le drapeau monter et descendre, hein, et il y avait de la musique, tout le monde dansait, et nous avons trouvé un soldat américain. Il était petit, il n'était pas grand comme tous les Américains sont grands et beaux, n'est-ce pas? Mais lui, il était petit et il était séparé de ses copains. Et alors nous avons commencé à lui parler en anglais, Ginette et moi, avec notre accent français. Il ne comprenait pas, il n'a pas compris un mot de notre anglais. Et lui, il a commencé à nous parler. Je crois qu'il devait être d'un État du Sud. Il était peut-être de l'Alabama ou de la Caroline du Sud, je ne sais pas. Nous n'avons rien compris. Pas un mot de ce qu'il disait. Alors, nous avons commencé à danser avec lui. On a dansé, puis après il est parti et j'espère qu'il est rentré chez lui très heureux et sans problème. Alors c'était un des plus beaux jours de ma vie, le jour de la libération de Paris.
Thank you.